ce n'est pas parce que vous êtes né avec une cuillère en argent dans la bouche que vous devriez vous pavaner en pensant avoir accompli quelque chose de monumental. Mes jumeaux adolescents, Alan et Justine, ont gémi bruyamment lorsque mon mari, Richard, a répété une phrase qu'ils entendaient depuis qu'ils étaient tout petits. Maman implora Alan en buvant une gorgée d'eau, « Tu peux faire arrêter papa. » On va encore se farcir le discours classique sur la dure école de la ville, rouspéta Justine, en saisissant un couteau à beurre et en faisant semblant de se le planter dans la poitrine. Papa, je te jure que je le fais pour de vrai si on doit encore entendre cette histoire. Celle où tu trépignais dans la neige, en montée, dans les deux sens pour aller à l'école, avec un cheval sur le dos, remarqua Richard, en riant de bon cœur tout en tendant un petit pain aux enfants. Du calme, maintenant. Ce n'est pas parce que je tenais beaucoup à vous deux à une époque que cet attachement est inconditionnel. Je ne suis pas Whitney Houston, lancai-je avec un sourire, observant l'interaction se dérouler à table. C'était vraiment un moment de fierté pour Richard et moi. Nos enfants venaient d'être admis dans l'une des universités les plus prestigieuses du pays. Si Richard était plus fier, les boutons de sa chemise auraient explosé. Richard, intervint-je, n'essaie pas de gâcher la fête des enfants. C'est un accomplissement énorme. Vos enfants auront le privilège de fréquenter certains des meilleurs jeunes esprits du pays. Oui, Karen, répondit Richard sèchement, et ils recevront aussi une éducation. J'agitai une serviette d'un geste de la main. Pourquoi nos enfants ne profiteraient-ils pas des avantages qui leur ont été accordés? Et alors s'ils ont un petit coup de pouce? Il n'y a rien de mal à ça. S'ils ne saisissent pas ces opportunités, quelqu'un d'autre le fera, répondit Richard en levant les yeux au ciel, mais en me laissant continuer. Qu'est-ce que tu veux, que tout le monde fasse abstraction de leur position sociale? La vie, après tout, est injuste par nature. Si des zombies nous courent après, tu ne préférerais pas que quelqu'un d'autre fasse trébucher ma fille? Justine agita sa serviette en signe de reddition. Toi aussi. Trêve? Trêve. Quand Justine prit la parole ensuite, le silence se fit à table. J'étais tellement stressé à l'idée d'être accepté. Ils se sont décidés si tard. Papa, tu étais inquiet? Richard s'adossa avant de répondre. Non, pas vraiment. Dans le monde réel, les gens se soucient de tes compétences et de tes réalisations, pas de l'université que tu as fréquentée. Bien sûr, rétorquai-je, les relations peuvent t'aider à te positionner, mais il faut quand même savoir manier la batte. Je levai les yeux au ciel. Dans le monde réel, tout dépend de qui tu connais et des institutions que tu as fréquentées. Plus d'une douzaine de présidents américains récents ont fréquenté des universités de l'Ivy League, ajouta Richard. Combien de présidents ont été diplômés de l'université municipale de Mainfort? De plus, je n'ai jamais douté que vous seriez tous les deux admis. Après tout, votre grand-père y a étudié. J'ai hâte de lui annoncer, dit Justine. Oui. C'est quand la prochaine visite? Au club des affaires fédérales, rétorqua Richard en levant les yeux au ciel. Alan et Justine éclatèrent de rire, ce qui me poussa à lancer un regard désapprobateur à Richard. Je n'aime pas que tu l'appelles comme ça. Ton grand-père est dans une prison à sécurité minimale en attendant que son appel soit examiné. Tout sera bientôt fini, ajoutai-je. Ouais, maman, gloussa Justine, dans environ 12-15 ans. Richard beurra un petit pain et remarqua, Karen, il y a des images où l'on voit ton père remettre une mallette pleine d'argent à des conseillers municipaux. Et il y a un enregistrement audio où il discute d'un pot de vin pour s'assurer que son cabinet d'avocats gère tous les emprunts obligataires de la ville. C'était un malentendu, protestai-je. De plus, le cabinet d'avocats de notre famille était l'un des meilleurs de la ville. Les fédéraux l'ont fermé par pure méchanceté. Je frappai dans mes mains. Les visites sont ce week-end. Votre grand-père sera ravi de vous voir et d'apprendre votre admission. Les deux enfants gémirent. Ils redoutaient le trajet de 5 heures en voiture jusqu'à l'endroit isolé où leur grand-père était incarcéré. Désolé, maman, dit Justine, je suis censé travailler au magasin ce week-end. Je me tournai vers Richard. Nous sommes propriétaires du magasin. Laisse Johan remplacer Justine, suggérai-je. Richard secoua la tête. Non, l'emploi du temps indique clairement que c'est le quart de Justine, et ce ne serait pas juste de demander à Johan de le remplacer. Je commençais à sentir ma colère monter. Est-ce que cette vieille lesbienne de Johan est vraiment plus importante que ta propre chair et ton propre sang? Non, répondit Richard en hochant fermement la tête. C'est la gérante de mon magasin. Johan n'est pas plus importante que ma fille, mais elle est plus importante que ton père,
qui est un criminel. Je lançai un regard noir à Richard. Ces deux-là avaient toujours été en conflit. Karen, je m'excuse pour les remarques cruelles que j'ai faites sur ton père en prison. Au fait, j'ai quelques visites de magasins à faire dans la région sud de l'État. Je reviendrai en début de semaine prochaine. Parfait, remarquai-je en me tournant vers Alan. Ce sera un beau voyage en voiture entre filles. Allen a grogné, avec cette exaspération toute particulière dont sont capables les garçons de 18 ans. Bon, maman, mais à condition que je conduise la bimère. N'oublie pas, Allen, de remettre tous les réglages de la voiture comme ils étaient, lui ai-je rappelé. Je me suis installé sur le siège passager tandis qu'Allen commençait à trifouiller les commandes de la BMW faisant glisser ses doigts sur l'écran tactile, appuyant sur des boutons, et plongeant dans des paramètres dont j'ignorais même l'existence. Je suis sérieuse, jeune homme. La dernière fois que je t'ai laissé prendre le volant, cette voiture n'arrêtait pas de biper et de klaxonner, et mon téléphone n'arrêtait pas vibrer et de sonner pendant une semaine entière. Allen a éclaté de rire. Maman, c'était juste ton téléphone qui se synchronisait pour que tu puisses, blablabla. Je l'ai coupé. Je veux juste conduire ma voiture, pas piloter un vaisseau spatial. Tu as compris? Tu as mis le paquet de papy dans le coffre? Allen a acquiescé en ajustant les rétroviseurs latéraux. Alors que j'ouvrais la portière de la voiture pour sortir, mon téléphone s'est mis à sonner. C'était Terry, mon ancienne colocataire de fac et la marraine de mes enfants. Salut, Terry, ai-je dit. Je suis sur le point de partir vers le nord pour rendre visite à papa. Comment va mon vieux pote? J'ai répondu, appuyé contre la voiture. Terry a gloussé. Karen, notre amitié est éternelle parce qu'on est trop feignante pour en recommencer une nouvelle. Je pars au tribunal, a-t-elle poursuivi. Je voulais juste te féliciter pour ces admissions universitaires sélectes pour tes filleuls. Merci, Terry, ai-je répondu. On est tous aux anges. Oh, j'adore tellement mes filleuls que je prendrais une balle pour eux, a-t-elle plaisanté. Rien de fatal, attention, juste un truc mineur dans la jambe ou ailleurs. Non létal. Mais comment ont-ils réussi ça? Leurs notes sont correctes, mais pas exceptionnelles. Est-ce que tu as convaincu Richard d'écrire un gros chèque de donation? Terry et moi taquinions toujours Richard sur ses tentatives de me faire respecter un budget. En grandissant, Richard n'avait pas eu grand-chose, alors ses valeurs financières étaient aux antipodes des miennes. J'ai jeté un coup d'œil à Allen, qui était toujours en train de tripoter quelque chose à l'intérieur de la voiture, puis j'ai baissé la voix. Peut-être que j'ai joué un petit rôle. La voix de Terry a légèrement tremblé. Oh mon Dieu, Karen, qu'est-ce que tu as fait? Rien de radical, l'ai-je rassuré. J'ai juste un peu faussé la donne, fait pencher la balance en notre faveur. Même au téléphone, j'ai pu entendre Terry gémir. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas comme ce coup de la fac où tu as charmé un flic pour éviter une conduite en état d'ivresse, alors que la BMW était pratiquement insonorisée. J'ai regardé Allen, absorbé par son téléphone, les écouteurs sur les oreilles. Eh bien, j'ai pris les rênes, mais c'était bien différent, Terry. Déjà, ce n'était pas un flic, et il n'y a rien eu de physique comme ça. Karen, s'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas fait quelque chose d'irréfléchi. Ce n'était pas irréfléchi, Terry. C'était ingénieux, ai-je rétorqué. J'ai juste eu une brève aventure avec le responsable du comité d'admission de l'université. Une aventure, Karen? Tu as de nouveau 18 ans. Tu n'as pas eu d'aventure. Tu es marié à un homme merveilleux, je me permets d'ajouter, a souligné Terry. Il n'y a eu aucun engagement réel, et je l'ai fait pour les enfants. Ce n'est pas comme si j'avais trompé Richard ou quoi que ce soit. Si, Karen, c'est exactement ça, tromper. Richard penserait vraiment qu'une pipe équivaut à une infidélité? J'ai de nouveau regardé Allen pour m'assurer qu'il était toujours absorbé par son téléphone. Richard ne le saura jamais. Et c'était plus qu'une pipe, mais honnêtement, ce n'était pas grave. Quoi, ce n'est pas grave? Tu as diverti un fonctionnaire universitaire d'âge mûr et ça te va parfaitement. Terry, pourquoi ça te perturbe autant? J'ai vécu avec toi où tu ne te souviens pas? J'ai été témoin de certaines des créatures étranges que tu as accueillies dans notre chambre à l'époque. De plus, ce n'était pas un simple administratif au hasard. C'était le directeur des admissions, et ce n'était pas émotionnel, c'était purement physique. Oh, ma chérie, ce n'était que du sexe. Je te connais bien.
C'était plus qu'une simple gratification, n'est-ce pas? Je me suis mordu la lèvre et me suis assuré qu'Allen restait collée à son téléphone. Terry, tu te rends compte à quel point le taux d'admission à cette université est compétitif? On parle d'une institution équivalente à l'Ivy League. Oh, excuse-moi, Karen, a répliqué Terry, d'un ton dégoulinant de sarcasme. Lui as-tu offert un avant-goût d'une hospitalité digne d'une professionnelle? Les élèves bénéficieront-ils d'un emploi du temps amélioré si tu as des relations sexuelles non conventionnelles avec lui aussi? Je suis restée silencieuse. Il y a eu une longue pause, puis Terry a explosé. Tu as permis à cet homme d'avoir des relations sexuelles non conventionnelles avec toi? Tu as passé des années à repousser les avances de Richard, et maintenant ça? Terry, je ne l'ai répété qu'une fois. Une fois? Tu l'as donc fait plus d'une fois maintenant. Ma tête commençait à me faire mal. Je devais obtenir l'admission pour les 2 enfants. Alors oui, c'est arrivé 2 fois. Le responsable des admissions a mentionné une session par candidat. C'est raisonnable, ai-je entendu Terry remarquer, sa voix étant désormais encore plus imprégnée de sarcasme. Je suis sûr que le calendrier des paiements était clairement défini dans la brochure du candidat. Alors, il était comment? Ça valait le coup? Oh mon Dieu, Terry, il était fantastique. J'ai fait remarquer que l'homme avait le physique d'un dieu grec et l'endurance d'un athlète de haut niveau. J'avais perdu le compte du nombre de fois où disons simplement que ce fut l'expérience la plus excitante de ma vie. Bordel, Karen, je suis à la fois horrifiée et envieuse, s'exclama Terry. Tu ne l'as fait qu'une fois, n'est-ce pas? Pas plus. Tu es sérieuse, Terry? Bien sûr que je vais continuer à voir le dieu des admissions. Il fait de moi son instrument. Comment puis-je revenir au fade Richard après avoir vécu une intimité aussi bouleversante et transcendante? En fait, Terry m'interrompit. Écoute-moi. Je ne pouvais plus retenir mon rire. J'ai ri si fort qu'Allen m'a regardé, ce qui m'a incité à changer le téléphone d'oreille et à m'éloigner de la voiture au cas où Allen pourrait entendre la conversation. Oh mon Dieu, Terry, tu es la personne la plus crédule que j'ai jamais rencontrée. Comment es-tu même devenue avocate? Le responsable des admissions était un type pâle et obèse d'une bonne quarantaine, avec une mèche gominée et grasse qui ressemblait à un projet scientifique d'enfant de 7 ans. Passer du temps avec cet individu, dire que c'était terrible serait faire preuve d'une générosité excessive. La seule chose positive que je puisse retenir, c'est que ce fut au moins bref. Mon Dieu, Karen, je te déteste tellement, gloussa Terry. Tu as vraiment foiré. Maintenant, je n'ai pas pu m'empêcher de glousser également. Pas du tout. Juste cette fois, pour obtenir ce que je voulais. Écoute, Terry, il faut que j'y aille, mais j'apprécie ta discrétion. Juste 2 amis qui papotent. Karen, notre amitié est si profonde que même si nous nous disputions un jour, je ne te frapperai pas trop fort au visage. J'ai remis mon téléphone dans mon sac à main et je me suis dirigé vers Allen, qui était toujours assis dans la BMW. Quelques semaines plus tard, j'ai appelé Terry dans un état de panique. Je perds la tête. J'ai presque hurlé dans le téléphone. Tu as entendu les nouvelles? Du calme ma poule. Je suis en train de conduire. Laisse-moi mettre le kit main libre. J'ai entendu un klaxon retentir en arrière-plan, suivi de Terry criant sur quelqu'un. Excusez-moi, pauvre type. Je suis en train de me rabattre. Quelques minutes plus tard, Terry est revenu. D'accord, Karen, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai essayé de calmer ma respiration. Il y a eu des arrestations en lien avec l'université. Le FBI est en train d'arrêter un groupe de personnes pour avoir soudoyé des responsables universitaires afin d'assurer l'admission de leurs enfants dans les meilleures universités. Des personnes incroyablement riches et célèbres, comme l'actrice qui jouait Tante Becky dans La Fête à la maison, figurent parmi les personnes arrêtées. Il y a eu une pause de quelques secondes avant que Terry ne parle. Ne paniquons pas trop vite. Souviens-toi des dernières paroles de mon grand-père. Chut. Ta gueule. Bon sang. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Je pourrais être dans de sales draps. Je suis désolé, Karen. J'essayais juste de t'aider à te détendre. Mais tu as raison. Nous devons résoudre ce problème. Terry, tu es avocate. Quelle ligne de conduite recommandes-tu? Je suis spécialisé dans le droit immobilier. Il te faut l'un des avocats de la défense de mon équipe. As-tu toujours accès à l'avocat qui a démantelé ces fraudeurs de Wall Street?
Terry fit une brève pause avant de répondre. Oui. Je peux t'organiser une réunion, mais Karen, ça coûte environ 20 000 $ juste pour la première consultation. Étage 20 000 $? Terry confirma. Ce n'est que le montant du forfait initial. Tu ne voudrais même pas connaître le tarif horaire au-delà de ça. Et si ça va jusqu'au procès, eh bien. Elle laissa sa phrase en suspens. J'ai changé le téléphone d'oreille. Oh mon Dieu, Richard va faire une crise. Tu devrais peut-être envisager de faire appel au cabinet pour lequel travaillait ton père, proposa Terry. Tu veux dire mon père, qui est en prison? Devrais-je faire appel à ce cabinet d'avocats? Quelle suggestion brillante. Peut-être que le système correctionnel propose des jours de visite père-fille pour Richard et mes enfants. J'ai secoué la tête. Je ne m'attends pas à dîner aux frais du gouverneur. Organise juste la réunion, s'il te plaît. Au cours des jours suivants, j'ai été obsédé par cette affaire. Je ne pouvais pas m'empêcher de suivre les informations concernant le scandale universitaire que les forces de l'ordre avaient baptisé « Opération Varsity Blues ». Je trouvais incompréhensible que les journalistes ne cessent de répéter que le gouvernement avait réellement l'intention de condamner les personnes arrêtées à une peine de prison. Depuis quand est-il devenu illégal d'utiliser ce que l'on possède pour assurer une vie meilleure à ses enfants et à soi-même? J'avais la nausée en regardant les procureurs du gouvernement et les agents des forces de l'ordre, vêtus de leurs costumes mal taillés et achetés en prêt-à-porter, répandre des mensonges lors de conférences de presse sur l'équité et l'exploitation du système. Comme s'ils ne feraient pas la même chose si on leur en donnait ne serait-ce qu'une infime opportunité. Terry m'a informé que la secrétaire de leur avocat principal, le plus grand expert, m'avait provisoirement inscrite à l'agenda pour une consultation. Cependant, je devrais déposer 25 000 $ sur le compte du cabinet avant qu'il ne confirme le rendez-vous. Pendant plusieurs jours, j'ai essayé de relâcher la tension de Richard grâce à nos moments intimes, mais le stress m'avait transformé en une actrice amateur. Hier soir, Richard m'a même repoussé, une première dans notre mariage. Alors, ce soir, après le dîner, je me suis assuré que les enfants étaient sortis de la maison et j'ai approché Richard dans le salon à la hâte. « Richard, chéri, il faut qu'on parle. » Richard leva les yeux vers moi depuis son fauteuil à haut dossier. En réalité, Karen, nous n'avons rien à discuter. Il fit un geste vers son ordinateur portable posé sur la table basse près de l'enceinte Bluetooth. Ce qu'il faut, c'est que tu écoutes. Richard se pencha en avant et appuya sur un bouton de son ordinateur. Soudain, ma voix s'échappa des haut-parleurs. J'ai laissé ce crétin faire ça une deuxième fois. Une deuxième fois? Tu as fait ça avec cet imbécile plus d'une fois? Ma vue commença à se brouiller tandis que l'enregistrement de ma conversation avec Terry continuait. Alors, comment il va? Ça valait le coup? J'étais abasourdi, mais je me suis vite ressaisi. Richard. Richard leva la main pour me faire taire et murmura, « Chut. C'est la meilleure partie. » Je fixai l'enceinte comme si c'était un serpent venimeux, qui continuait à cracher son venin. « Tu es sérieux, Terry? » Bien sûr que je vais continuer à voir le dieu du comité d'admission. Il manie mon corps comme un musicien virtuose. Comment pourrais-je jamais retourner à mon mari Richard, si banal, après une intimité aussi bouleversante? Franchement. Richard se pencha pour appuyer sur la barre d'espace. Malheureusement, c'est là que ça s'arrête. Mais je crois que nous comprenons tous les deux comment ça se termine. Mon esprit était paralysé. Richard, d'où ça vient? Richard secoua la tête. Tu es comme réponse. Au lieu de laisser descendre tes cheveux, tu as laissé tomber tout le monde dans ta vie. Ça vient de notre fils, Allen. Il détourna le regard. Tu te rends compte à quel point c'est embarrassant quand tes propres enfants t'apportent des choses comme ça? Nos enfants? Justine et Allen. Ils sont au courant? Oui, Karen, répondit Richard avec sarcasme. Allen t'a entendu ce jour où tu as rendu visite à ton père en prison. Et j'aurais peut-être douté de mon propre fils s'il n'avait pas enregistré ta petite séance de vantardise au téléphone dans ta BMW. Il referma l'ordinateur portable. Malgré tout, j'aurais peut-être encore besoin d'un test ADN pour confirmer cette histoire de nos enfants. Richard, je m'occupe de tout ce qui concerne nos enfants. Ce sont nos enfants. Richard renifla alors que j'insistais. Quoi que tu aies entendu, ce n'est pas la vérité. Ah bon? Il me coupa la parole. Tu me demandes d'ignorer ce que mes oreilles ont clairement entendu.
Karen, tu sais que mentir comme un arracheur de dents, ce n'est pas de l'hygiène dentaire? Richard, il faut que tu me laisses m'expliquer. Mais Richard ne me jeta même pas un regard en fermant l'ordinateur. Excuse-moi, j'ai dû rater ce passage de ton explication parce que je n'écoutais pas. Je tendis la main et saisis la sienne. S'il te plaît, écoute-moi. Ce que tu as entendu est déformé, toute la conversation est sortie de son contexte. J'ai fait ça pour les enfants. Richard répondit par un rire sec. Karen, à moins que tu ne sois la personne la plus naïve de la planète, tu ferais mieux d'espérer que ce type survive si je suis censé croire à cette histoire. La panique me saisissant, je balançai toute la vérité sur ma liaison avec le responsable des admissions. Tout ça pour que les enfants entrent à l'université. Mais peu importe comment j'essayais de l'enjoliver, même à mes propres oreilles, ça sonnait comme l'excuse désespérée d'une épouse infidèle. Richard se leva, serrant l'ordinateur portable contre lui. Notre avocat vous contactera au sujet des papiers du divorce. Nous pouvons utiliser la même représentation juridique, ou vous pouvez engager votre propre avocat. Cependant, chaque dollar dépensé en avocat sera directement prélevé sur le fonds de règlement. Ça me mit en rage. Je ne veux pas divorcer. Karen, tu proposes sérieusement qu'on reste ensemble? Les enfants vont bientôt partir à l'université. Alors peut-être devrions-nous simplement faire une longue pause l'un de l'autre de façon permanente. Mes pensées s'emballaient. Je cherchais frénétiquement un moyen de pression, n'importe quoi. N'importe quoi. Richard, tu sais combien je peux te faire payer ce divorce? Richard gloussa. Tu sais pourquoi les divorces sont si chers? Parce qu'ils en valent la peine. Richard, arrête. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous avons en fait un problème plus urgent. Je le regardais secouer la tête. Oh, Karen, c'est réconfortant de savoir que l'infidélité n'est pas ton plus gros problème. Dis-moi, coucher à droite et à gauche pour des faveurs, ça arrive en bonne place sur ta liste de préoccupations? Je suis sérieuse, Richard. Ça pourrait me valoir de la prison. Karen, tu es peut-être égocentrique au lit et tu manques de charme, mais ce ne sont pas des infractions criminelles dans ce pays. On n'emprisonne pas les gens pour infidélité. L'insulte, amante égoïste, mauvaise au lit, me piqua, mais je retins ma langue. Richard, écoute-moi juste un instant. Et je lui détaillai l'enquête en cours, les implications, les honoraires initiaux de l'avocat, culminant avec le fait que nous avions besoin de 25 000 $. Richard se rassit, fixant le plafond d'un air absent. 3 choses me viennent à l'esprit. Premièrement, le karma est une bête. Deuxièmement, pourquoi est-ce mon problème? Troisièmement, même si je le voulais, je ne pourrais pas réunir 25 000 $. Maintenant, j'étais furieuse. C'est absurde, Richard. Nous avons sûrement cette somme cachée quelque part. Nous pourrions refinancer la maison, contracter un prêt sur les magasins. Tu pourrais accéder à ces fonds si tu essayais. C'est en partie mon argent. En fait, Karen, ce n'est pas en partie le tien. Richard m'interrompit, levant la main pour me faire taire. Tu te souviens quand ton père, ce criminel, a été condamné? Qu'est-ce qu'ils avaient confisqué, déjà? J'étais abasourdi. Tu le sais parfaitement, Richard. Les autorités ont saisi tout ce que possédait mon père, la maison principale, la propriété en bord de mer, le chalet à la montagne, tous les véhicules, et bien sûr, pas un centime n'a été épargné. Y compris les comptes offshore qu'ils croyaient cachés. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Richard a interrompu. Les fédéraux n'ont pas tout confisqué, Karen. Tu te souviens d'où venait cette nouvelle BMW? Du fonds de placement que ton père avait créé pour toi. Et quoi exactement, Karen? Richard a encore interrompu. Les fédéraux ont tout pris sauf ton fonds de placement protégé, intact et inviolable. Le conseiller financier qui a mis en place ce fonds était la seule personne compétente dans toute l'équipe de ton père. Et alors? Ai-je rétorqué à Richard. Eh bien, Karen, après la chute de ton père, orchestrée par les fédéraux, j'ai commencé à y réfléchir, et j'ai engagé le même professionnel qui gérait ton fonds de placement pour en créer un pour nous. Mes pensées s'emballaient frénétiquement. Pour l'amour du ciel, Richard, nous avons absolument besoin de ces 25 000 $. Richard a poussé un soupir et a commencé à me parler comme si j'étais une petite fille. Karen, laisse-moi te simplifier les choses, tout ce que nous possédons est placé dans un fiducie.
notre maison, mon véhicule, tes bijoux, toutes les entreprises, et ainsi de suite. La fiducie me verse un salaire pour superviser les opérations, mais elle est gérée par un exécuteur testamentaire, et il doit approuver toutes les dépenses dépassant une certaine limite provenant des fonds de la fiducie. Je sentais un mal de tête se profiler. Cette explication est complètement absurde, Richard. Comment suis-je censé accéder à mes fonds? Richard s'est adossé nonchalamment à sa chaise. Tu peux soumettre ta demande directement à l'exécuteur testamentaire de la fiducie. Il est la seule personne habilitée à autoriser des dépenses de cet ordre. Très bien, très bien, très bien, ai-je interrompu abruptement. Alors va chercher le bourreau. Cet exécuteur testamentaire, Karen, pas bourreau, a corrigé Richard. Se relevant, il s'est dirigé vers la porte. Arrivé à la porte, il s'est retourné vers moi et a fait remarquer sarcastiquement, « Oh Karen, c'est vraiment tragique de te voir pleurer sur ta prétendue trahison et la fin de notre mariage. » Ironiquement, cependant, tu n'as pas encore présenté d'excuses. Ce même soir, Richard n'est pas rentré à la maison, et les enfants non plus. Le lendemain matin, j'ai reçu un mot de Richard indiquant que l'exécuteur testamentaire devait venir ce soir-là. J'ai passé toute la journée avec mon ami Terry, à élaborer des stratégies et à organiser mes pensées pour la prochaine rencontre avec l'exécuteur testamentaire. J'étais furieuse de devoir supplier humblement un vieux bonhomme juste pour accéder à des fonds qui m'étaient légitimement dus. J'étais loin d'être sereine quand je suis entrée dans la maison ce soir-là et que j'ai remarqué Richard dehors avec l'un des responsables du magasin au milieu d'une collection de bouteilles de bière vides. En faisant coulisser la porte du patio, je me suis adressé à Richard d'un ton égal. « Richard, pourrais-je avoir un moment seul avec toi à l'intérieur ?» J'ai délibérément ignoré sa compagne, qui semblait inconsciente et finissait sa boisson. « Excuse-moi, » a dit Richard à sa compagne, qui venait d'allumer une cigarette. Il est ensuite sorti du patio et j'ai fermé la porte derrière lui. Richard s'est contenté de me fixer. Finalement, j'ai brisé le silence. « Richard, pourquoi cette vieille lesbienne est-elle ici? Tu pourras régler les problèmes de déchets ou d'assainissement de l'adresse de Wilson Street à un autre moment. Tu as mentionné que ce fichu exécuteur testamentaire allait arriver sous peu, alors envoie cette femme. » Un sourire s'est étalé sur le visage de Richard avant qu'il ne réponde, « Bien sûr, Karen, je vais demander à cette vieille lesbienne, Joanne, de partir. Mais n'oublie pas, Joanne est l'exécutrice testamentaire de la fiducie, et une fois qu'elle sera partie, tu devrais peut-être commencer à planifier ton uniforme de prison. » J'étais abasourdi. J'ai jeté un coup d'œil dehors à nouveau. Joanne était en train d'allumer une autre cigarette sur notre terrasse. Richard a continué, « Mais Karen, peut-être que Joanne peut résoudre le problème des ordures et t'emmener avec elle quand elle partira. » J'ai ignoré les remarques de Richard et j'ai fait un geste vers Joanne, qui se versait maintenant une autre bière. « Richard, ne me dis pas que tu as donné tous nos biens à une vieille lesbienne qui fume à tout va et qui dirige un magasin. » Richard a secoué la tête. « Karen, savais-tu que la compagne de Joanne, avant son décès, était à la tête de l'une des entreprises d'investissement les plus importantes de la région? » J'ai regardé Joanne à nouveau. Je supposais que c'était une institutrice à la retraite que tu employais pour l'aider à joindre les deux bouts. Richard a étouffé un rire. « Et qui crois-tu qui m'a accordé mon premier prêt et m'a aidé à créer l'entreprise pour qu'elle puisse se développer? Sans elle, je dormirais encore à l'arrière de mon premier magasin. » Il a agité la main d'un air désinvolte. « Au fait, Joanne a hérité de la moitié des parts de l'entreprise de sa compagne. Et elle possède plus de richesses que le roi Midas. Elle gère simplement les magasins pour rester occupée. » J'ai jeté un dernier coup d'œil à Joanne, toujours assise dehors. Elle portait un jean usé et une chemise de flanelle, rien d'extravagant, et des baskets de marque basique aux pieds. Joanne n'aurait pas détonné, même sur le perron d'un mobil-home dans un camping. Clac. Richard claqua des doigts. « Alors, Karen, tu veux toujours que je vire cette vieille gouine ?» En réponse, je lui lançai un regard glacial, empoignai mon attaché-caisse Gucci rempli de documents et ouvris d'un coup sec la porte coulissante en verre qui donnait sur le patio. Joanne éteignit sa cigarette et posa un livre imposant sur la table du patio pendant que Richard et moi nous installions sur nos chaises. « Karen, soyons clairs. Avec combien de personnes as-tu couché et combien de fois pour nous mettre dans ce pétrin ?» Un frisson me parcourut l'échine. « Tu n'as pas besoin d'être aussi irrespectueux. » Richard secoua la tête, tandis que Joanne me jeta un coup d'œil par-dessus ses lunettes avant de répondre, « Tu préférerais être étiqueté comme adultère ?» Comptant sur ses doigts,
Richard ajouta, il y a adultère, racolage. Je frappai la table de la main. Ce n'était qu'un seul homme, et je ne l'ai pas fait pour de l'argent. Bon, adultère semble approprié alors, conclut Richard. Joanne leva une main. Sans intérêt, princesse. Richard m'a déjà tout raconté. Elle ouvrit le volumineux livre placé devant elle. Voici l'annuaire de l'université de l'année dernière. Peux-tu identifier le membre du personnel des admissions avec qui tu as eu des relations? Ignorance à pic, j'examinai la page intitulée « Personnel administratif », surpeuplée de rangées de photos et de titres. Après avoir parcouru rapidement les pages, je levai les yeux vers Joanne. L'homme que j'ai rencontré était le directeur des admissions, mais sa photo n'est pas là. Joanne pointa du doigt la photo d'un homme noir plus âgé, à l'allure digne. C'est le directeur des admissions. Il dirige également le département d'études LGBTQ de l'université et est avec son partenaire depuis près de 30 ans. Je pointai du doigt la photo. Eh bien, c'est le nom qu'il m'a donné, mais ce n'est pas la personne avec qui j'étais. Es-tu certaine que ce n'est pas lui? Demanda Joanne, reprenant l'annuaire et le feuilletant. Richard intervint. Karen, es-tu sûre que tu ne le confonds pas avec quelqu'un d'autre avec qui tu as couché? Peut-être pour un ticket de parking ou une amélioration de ta chambre universitaire? Je choisis d'ignorer la remarque de Richard et me tourner vers Joanne. Il travaillait dans le bureau principal des admissions. C'est là que nous nous sommes rencontrés au début. Richard ne put s'empêcher d'intervenir à nouveau. Peut-être pouvons-nous trouver une photo de quelque chose que tu reconnais, comme les dalles du plafond, ou peut-être comparer le motif de la moquette aux marques sur tes genoux. Joanne ne semblait pas s'en soucier lorsqu'elle localisa la page correcte, puis tourna l'annuaire de l'université vers moi. Parmi la rangée centrale de photos sur la page, un visage se démarquait. « C'est lui » m'écriai-je, pointant du doigt l'image d'un homme d'âge moyen souriant, au visage joufflu et à la coupe de cheveux désastreuse. C'est avec ce type qu'il couchait. Richard me regarda, puis lut à voix haute l'entête de la page. « Personnel technique de votre université. » Puis il lut la légende sous la photo. « Stagiaire d'entretien junior à temps partiel. » Je me laissai retomber sur ma chaise tandis que Joanne souriait d'un air narquois et allumait une cigarette. « On dirait que tu as couché avec le concierge, princesse. » Richard se leva et s'éloigna de la table tandis que je serrais le livre à deux mains. « Ce n'est pas possible. Nous nous sommes rencontrés dans le bureau des admissions. » Il était assis à un bureau. Il passait même des appels depuis un téléphone de travail. Comment aurait-il pu accéder à cette zone? C'est impossible. Joanne laissa échapper un anneau de fumée avant de répondre. Quand l'as-tu rencontré? Laisse-moi deviner. C'était tard le soir, n'est-ce pas? Un concierge aurait les clés principales des bureaux. Te souviens-tu s'il y avait un chariot de nettoyage dans la pièce à ce moment-là? Je commençais à me sentir mal à l'aise. Je me suis souvenu de la nervosité que j'avais, ce qui m'a fait heurter une serpillière qui dépassait d'un chariot de nettoyage garé juste devant la porte du bureau. Joanne secoua la tête et reprit l'annuaire quand je ne répondis pas, je m'en doutais. Richard revint et s'affala sur la chaise la plus éloignée de moi. Beau travail, Karen. Tu as ruiné ton mariage en couchant avec un concierge escroc. Joanne jeta un coup d'œil à Richard. Tu as quelque chose contre les concierges? Ou aurais-tu préféré que ta femme couche avec l'équipe de football américain à la place? Richard haussa les épaules. Peut-être que Karen était avec l'équipe de football. Nous n'avons que son assurance qu'elle ne l'a pas fait. Pour autant que je sache, Karine a eu plus d'action qu'un fusil de John Wayne dans un film de western. Richard se massait les tempes. J'ai nettoyé assez de toilettes et essuyé assez de vomi dans les magasins pour vraiment admirer les concierges. Je n'ai aucune admiration pour les actions de Karine. J'arrivais à peine à discerner leur dialogue. Ma fureur montait en flèche en regardant la photo de ce scélérat dans l'annuaire. Joanne écrasa sa cigarette avant de parler. Karen, la bonne nouvelle, c'est que les fédéraux ne vont pas t'incarcérer juste pour être une adultère peu intelligente. J'ai consulté un contact dans le domaine juridique, et il m'a informé que la bêtise n'est pas illégale. Sinon, tout le Congrès américain serait derrière les barreaux. Un contact dans le milieu juridique? Un simple greffier qui vient prendre un café au magasin? C'est à lui que je devrais demander des conseils juridiques? Laisse tomber. Il me faut ces 25 000 $ pour un vrai avocat. Joanne parut légèrement surprise avant de répondre. Enfin, mon contact passe bien de temps en temps prendre un café ici,
mais en tant que doyen de la faculté de droit de l'université, il est généralement très occupé. Tu te souviens de cette université, n'est-ce pas? Celle où tu échangeais des faveurs sexuelles contre des admissions? Cette révélation me choqua, et je me suis affaissé sur ma chaise. Tu veux dire le doyen de la faculté de droit de l'université? Le même doyen que les présidents consultent pour examiner les candidats à la Cour suprême? Johan prit une gorgée de sa bière en bouteille avant de répondre. Oui, c'est précisément ce qu'il fait maintenant. Mais quand je l'ai rencontré pour la première fois, il n'était qu'un étudiant bègue et ringard que j'ai mis avec ma colocataire. Je suis presque sûr que c'était sa première expérience sexuelle. L'automne prochain, ils fêteront leur 42e anniversaire de mariage. Elle tapa du doigt sur une photo dans l'album de l'année. Certains des agents de sécurité du campus sont des clients, alors j'ai posé des questions sur ton homme. Apparemment, il a plus de bagou que de tours de taille. Tu n'es pas la première femme d'âge mûr à qui il joue ce tour. J'ai bondi de ma chaise et j'ai crié, bordel, je vais le démolir. Richard se contenta de ricaner. Il l'a fait avec toi, alors c'est justice que tu lui bottes les fesses. Il jeta un coup d'œil à Johan. Ça plaît à l'associé de Karen, ce genre de choses? Johan ignora Richard et s'adressa directement à moi. Assieds-toi, princesse. Tu n'es pas la première femme d'âge mûr que cet escroc obèse a trompé. Et il sait comment s'y prendre. Je suis sûr qu'il t'a dit qu'il travaillait au bureau des admissions. Et techniquement, c'est vrai. Il le rangeait. Il a probablement affirmé qu'il ferait tout son possible pour assurer l'admission de tes enfants à l'université. Ce qui, en réalité, ne lui donne absolument aucun pouvoir. Dis-moi, Karen, qui a abordé le sujet du sexe en échange de l'admission? Toi ou lui? Je me suis enfoncé dans la chaise. Il ne l'a jamais dit ouvertement, mais c'était suggéré sans équivoque. Soudain, une illumination m'a frappé comme un interrupteur qu'on actionne. Mais si cet enfoiré n'a vraiment rien fait pour faire entrer Justine et Allen à l'université? Richard intervint. Exactement. Les jumeaux y sont arrivés par eux-mêmes. Tout ce que tu as réussi, c'est à détruire ton mariage. Il fit un geste vers Johan. Johan fouilla dans son sac à main élimé et surdimensionné, en sortit une enveloppe manie et la posa devant moi. Karen, ce sont les papiers du divorce. Tu es notifié. J'ai reculé devant l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux. Richard, s'il te plaît, ne précipitons rien. Maintenant que je ne risque plus la prison, on peut travailler à sauver notre mariage. Richard secoua la tête. Tu n'as jamais fait une journée de boulot honnête. Et en plus, je ne suis pas un putain d'imbécile. Il regarda Johan. Enfin, je l'étais, mais on divorce. Je pensais laisser à Richard quelques jours pour se calmer et je me disais qu'il reconsidérerait le divorce, mais Richard a disparu pour le reste de la semaine. Il ne répondait pas à mes appels ou messages. Je suis sûr que les jumeaux étaient toujours en contact avec leur père, et j'avais besoin qu'ils lui transmettent un message. Après plusieurs jours d'essais infructueux pour joindre Justine et Allen, je les ai forcés à venir en bloquant leur voiture dans l'allée et en débranchant le routeur Wi-Fi plus vite que les politiciens ne courent vers les lobbyistes pour obtenir des pots de vin. Allen et Justine sortirent de leur cachette, tablette fermement en main. S'exclamèrent-ils à l'unisson. Il n'y a plus Internet. J'agitai le cordon d'alimentation du routeur Wi-Fi. Je vais rebrancher votre précieux Internet, mais d'abord, vous devez transmettre un message à votre père. Allen haussa nonchalamment les épaules. On rencontre papa demain sur le campus de State. Regardant Allen, je demandai, pourquoi rencontrez-vous votre père sur le campus de l'université de State? Cette fois, Justine répondit, papa va nous aider, Allen et moi, à organiser nos chambres de dortoir sur le campus de State pour cet automne. Attendez une minute, intervins-je, me tournant vers Justine. C'est quoi cette histoire que vous allez à State cet automne? Vous étiez censé vous inscrire dans l'une des meilleures universités du pays. Allen leva les yeux au ciel. Avoue-le, maman, Justine et moi n'avions aucune chance d'entrer dans cette université. On a refusé leur offre. On va à State à la place. J'attrapai Justine par les épaules. Pourquoi je n'entends parler de ça que maintenant? Écoutez bien, vous deux, vous allez dans la meilleure université du pays. Vous vous êtes tués à la tâche pour arriver jusque-là, et maintenant vous jetez tout ça par la fenêtre. Allen, ne cherchant pas à masquer le dédain dans sa voix, rétorqua, non, maman, c'est toi qui as fait tout le boulot.
Ou peut-être que quelqu'un d'autre l'a fait pour toi, maman. Relâchant Justine, je reculai d'un pas à l'écouter. Si je pouvais frotter une lampe et invoquer un génie pour arranger tout ça, je le ferais. Justine ricana. T'es sûr que tu ne frotterais pas une autre partie du génie, plutôt? J'ai pivoté pour gifler Justine, mais Allen m'a attrapé le poignet, grognant, désolé, épave. Arrête de secouer ma main comme ça. J'ai lutté pour garder mon calme. Tout ce que j'ai jamais fait, je l'ai fait pour vous. Allen a renchéri, non, tu ne l'as pas fait. Tu n'as fait que nous saboter. Vous nous avez ridiculisés. Pas seulement rendus idiots, mais criminellement. Je lui ai rétorqué, ce n'est pas vrai. Aucune accusation n'a jamais été portée. Justine a levé les mains au ciel. Combien de temps crois-tu qu'il faudra avant que ce concierge avec qui tu as eu une liaison ne se retrouve sur TMZ, ou que tes photos ne finissent sur un site louche à l'étranger? Peut-être que tu t'en fiches, maman a ajouté Allen, mais Justine et moi ne voulons pas être connus sur le campus comme les enfants dont la mère a couché pour qu'ils soient acceptés. Pour être honnête, Allen a souri Justine, maman n'a pas toujours trompé papa. Justine, Allen, ai-je interrompu. Vous devez comprendre, c'était une erreur ponctuelle. Vous devez me croire. Allen a secoué la tête. Tu nous mens déjà. Nous savons que tu as trompé papa 2 fois avec ce concierge de l'université. Il a pointé Justine du doigt. Maintenant, on ne sait même pas si nos accomplissements, nos victoires et nos succès sont vraiment les nôtres, ou si tu as couché avec tous les professeurs, les juges de la foire scientifique et les instructeurs de karaté que nous avons eus. Je me suis assise. Je ne sais pas comment les choses ont dégénéré. Tout ce que je voulais, c'était vous voir tous les deux aller à l'université. Allen s'est agenouillé pour reconnecter le Wi-Fi. Tu sais, maman, a-t-il dit, un cauchemar reste un rêve. Le divorce a suivi son cours, malgré mes tentatives de le retarder tout au long de cette épreuve. Je n'ai communiqué avec Richard qu'une seule fois, lorsque je l'ai aperçu entrant dans le cabinet de l'avocat. « Richard » ai-je crié, en attrapant sa manche. J'essayais de te joindre. Richard m'a jeté un coup d'œil. Ouais, j'ai remarqué que le téléphone sonnait. J'ai resserré ma prise sur sa manche. Tu sais, tu aurais dû répondre à mes appels. On aurait pu éviter tout ça. Il a secoué la tête. Je suppose que j'ai dû perdre ton numéro. C'est probablement arrivé quand j'ai appuyé sur la touche supprimer. J'ai lâché son bras et tenté une autre approche, prenant ma voix la plus sexy. Les enfants disent que tu travailles toujours. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, puis j'ai fait glisser mon doigt sur sa poitrine. Je pense encore à toi, et je me touche. Richard a souri sournoisement. Quand je pense à toi, je me touche aussi. Son sourire s'est estompé. Sauf que je me frotte les tempes parce que la simple pensée de toi me donne mal à la tête. Sur ce, Richard a disparu dans le bâtiment, me laissant là, stupéfaite. Cela fait 1 an que j'ai parlé à Richard pour la dernière fois. Aujourd'hui, je me suis retrouvé dans un café avec ma meilleure amie, Terry. Alors, Karen, comment ça s'est passé avec les jumeaux aujourd'hui, a demandé Terry. J'ai siroté mon café avant de répondre. Ils sont toujours en colère contre moi, et à vrai dire, ils ont toutes les raisons de l'être. Même si ce concierge minable n'a jamais fait la une de TMZ, après que l'histoire ait éclaté, il a vendu son récit répugnant à un autre réseau de tabloïds douteux. Une de ces revues télévisées minables sur Internet, ai-je ajouté. Ils l'ont repassé hier soir. Terry a secoué la tête en réponse. Donc, tu as essentiellement remâché ce qu'Andy Warhol appelait tes 15 minutes de gloire, en jouant dans le segment un MILF sur un canapé, a-t-elle plaisanté. Ouais, ai-je répondu, en regardant nerveusement autour de moi pour m'assurer que personne ne me reconnaissait. Tout ce que ça a fait, c'est contrarier les enfants à nouveau et générer plus de trafic vers ce site maudit. Terry a étouffé un rire. Eh bien, je pense que tu as un peu exagéré avec la coupe de cheveux dramatique et le changement de couleur dramatique. Il est clair que personne ne faisait attention à ton visage dans la vidéo. Je lui ai fait un doigt d'honneur, et elle a insisté. Alors, Karen, comment avance ta croisade pour obtenir réparation de ce concierge crétin de l'université? J'ai secoué la tête d'un air abattu. C'est exactement ce qui aggrave les choses. Chaque fois que j'ai essayé de me venger de cet imbécile de concierge, mes efforts ont soit été accueillis avec des rires dans tous les cabinets d'avocats, soit ont donné lieu à des honoraires tellement exorbitants que même le roi Midas en aurait pâli. Terry a posé sa tasse à café.
Je ne retiendrai pas mon souffle en attendant l'aide du fédéral. Les hommes ont inventé des histoires pour se glisser dans les sous-vêtements des femmes bien avant même que le concept de sous-vêtements n'ait été inventé. Si mentir pour le sexe était illégal, il ne resterait pratiquement plus un homme en dehors d'une cellule de prison, a-t-elle gloussé. Au moins, tu n'as pas à débourser pour un avocat. J'ai acquiescé. Exact. On dirait que cette lesbienne de Johan avait raison sur le peu de levier juridique que je possède réellement. Es-tu sûr que cela ne te retombera pas dessus un jour? Terry a étendu une main et m'a donné une tape réconfortante. Calme-toi, Karen. Un des gars de mon bureau est allé à l'école avec quelqu'un de l'équipe fédérale qui s'est occupé de l'affaire Varsity Blues University. Les fédéraux n'étaient pas le moins du monde intéressés par toi, et encore moins enclins à te contacter. Je sais que c'est dur, mais pour eux, ton histoire se résume à une blague de bureau triviale sur une milf adultère. J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à un sourire crispé tout en réfléchissant à ce que j'allais dire. Le divorce avait été une catastrophe, le trust était pratiquement étanche aux décisions de justice, et Johan exerçait une emprise de fer sur les finances. En soupirant, je me suis rappelé comment j'avais fini par emménager chez Terry, la maison ayant été transférée au trust, et la maigre pension alimentaire que je recevais ne me permettait pas de contribuer significativement à son entretien. Je sentais la tension s'accumuler dans mon amitié avec Terry et, finalement, j'ai accepté l'offre d'emploi de Johan. Ce n'était pas le poste idéal, mais il me permettait de me payer mon propre petit appartement. Au moins, tu vas de l'avant, avait commenté Terry. J'ai fait un léger signe de tête. Maintenant que je suis branché sur le potinage de l'entreprise, il semble qu'à chaque fois que Richard entre dans le magasin, toutes les femmes divorcées et célibataires aient soudainement besoin d'un demi-gallon de lait au prix exorbitant. Certaines vont même jusqu'à exhiber leurs tenues les plus révélatrices, et une poignée d'employés n'hésite pas à flirter avec lui, ai-je continué, en agitant la main de manière désinvolte. Je pense que Johan éprouve une joie sadique à faire des remarques anodines sur Richard et une certaine professeure d'université avec laquelle il aurait une liaison. Terry s'est mordillé la lèvre, pensive. Ouais, je les ai remarqués ensemble. C'était une ancienne nageuse de compétition. Je crois qu'elle a gagné une médaille de bronze aux Jeux Olympiques il y a quelques années, a-t-elle ajouté. J'ai secoué la tête. Bien sûr, ai-je marmonné, avant de remarquer, et je parie qu'elle rentre toujours dans son maillot de bain comme dans un gant. Terry a semblé percevoir mon malaise et a souri. Assez parlé de ça. Comment se passe ton nouveau travail? Oh, Terry, ça se passe à merveille, ai-je répondu. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Désolé, mais je dois filer au magasin de bricolage avant qu'il ne ferme pour acheter quelques fournitures nécessaires. Appelle-moi plus tard cette semaine pour qu'on aille voir un film ou quelque chose comme ça, a-t-elle suggéré. Mais pas trop tard, parce que je dois me lever avant l'aube tout le reste de la semaine. Ironie du sort, je supervise maintenant une petite équipe de femmes de ménage, voyageant de magasin en magasin pour effectuer un nettoyage en profondeur, manuel et éreintant dans chaque établissement. En me levant, hissant mon sac de produits de nettoyage sur mon épaule, j'ai laissé échapper un gémissement. Chaque mouvement rencontrait la résistance de mes muscles endoloris. Terry a saisi l'addition et a remarqué, au moins, tu auras droit à un lever de soleil magnifique. J'ai repensé à l'époque où je me détendais à la maison pendant que Richard partait au travail, et j'ai ressenti une nostalgie soudaine et intense pour Richard et ses matins paresseux. Terry, crois-moi, aucun lever de soleil n'est assez magnifique pour justifier de se lever si tôt, ai-je répondu. Oh, we've got 2 bars. Wait, what did it need? Oh, it's gotta have water. Okay, okay, okay. We can get water. Oh, I even had a bucket of water on me. I'm dumb. Well, if we got rid of our bucket of water, we would, we'd burn to death. Not enough heat. Huh. What do I do about not enough heat? I mean, like...
It actually gets it up pretty high. Shit, I should have put it on top of this. Like, this is probably putting out heat. I mean, I can do magma block. Oh, magma block. Right, that's how we did that. How do we do blaze powder? Oh, we can crush blaze ember into blaze powder. Or we can just do this. Well, do we need roof, maybe? Oh, I fucked up. Shit. I could auto feed this thing. Okay. Temperature's not really going down. Shit. You eat now. Good night, Axel. Eat well. Good luck. Good luck.